Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes étapes de la diffusion des idées au sein d'une organisation, mais également entre différentes organisations. Cette explication, elle a pour but d'expliquer comment on peut passer assez rapidement d'une entreprise à l'autre et transmettre des théories qui vont être partagées, reprises et modifiées, des outils qu'on va retrouver un peu partout et des stratégies industrielles qui vont être utilisées par différentes entreprises. Donc comment ces différentes vagues vont-elles pouvoir passer d'une organisation à une autre? Différents exemples peuvent être utilisés pour illustrer la manière dont les entreprises vont s'approprier des nouvelles idées et la manière dont ces idées vont essaimer. On peut parler du taylorisme qui, assez rapidement, ne s'est plus limité à uniquement le domaine automobile et uniquement à les entreprises américaines, mais ont diffusé sur l'ensemble des secteurs et l'ensemble des zones géographiques. De la même manière, des méthodes de gestion sont, à partir des années 50, diffusées dans le monde entier et au sein des différentes typologies de secteurs. Et puis, on a des techniques de stratégie au niveau plus haut dans les entreprises, notamment celle de diversification de portefeuille, avec des diversifications sur des thématiques et des activités très très différentes sur les entreprises. Alors les entreprises, elles sont obligées d'évoluer, elles sont obligées de s'adapter parce que le contexte change, le contexte économique évolue, le marché évolue, la concurrence évolue également, et puis les moyens dont l'entreprise dispose, que ce soit des moyens techniques, technologiques, ou éventuellement des ressources humaines, financières, des ressources liées aux connaissances, vont évoluer. Donc c'est important pour l'entreprise d'évoluer. La question, c'est comment elle va choisir la direction dans laquelle elle choisit d'évoluer. Donc ça ne peut être compris que si on ne considère plus l'organisation comme étant un tout homogène, mais bien comme étant un organisme, une entité constituée par des acteurs individuels. Donc sur ces acteurs individuels qui constituent l'entreprise, qui constituent l'organisation, on va émettre plusieurs hypothèses. Donc ces hypothèses, ce sont des hypothèses qui ont été posées par des sociologues industriels et qui ont été vérifiées par l'expérience et qui permettent d'expliquer de nombreux comportements qu'on peut observer dans l'entreprise. Donc la première hypothèse, c'est l'incertitude radicale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'incertitude radicale? Ça veut dire que pour un acteur donné, pour un individu donné dans une entreprise, l'environnement n'est pas certain. Il va y avoir des contraintes, des objectifs qui vont être plus ou moins bien explicités et que l'acteur va devoir s'approprier. Les moyens dont l'acteur dispose pour atteindre les objectifs qu'on lui assigne sont plus ou moins fiables, plus ou moins disponibles. Donc, on peut dire qu'en tout temps, l'acteur fait face à un environnement qui est plein d'incertitudes. Donc, il faut avoir conscience de ça parce que ça permet d'expliquer certains comportements qui semblent irrationnels si tout était à disposition, si tout était sûr. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Les acteurs font face à énormément d'incertitudes. Deuxième caractéristique de notre acteur dans une organisation, c'est la rationalité procédurale. C'est-à-dire que pour décider de ces actions, les acteurs ne vont pas lancer des dés, ils vont prendre des décisions rationnelles en fonction d'informations ou de connaissances dont ils disposent. Donc il y a les habitudes. J'ai plus de chances de faire prendre aujourd'hui la même décision qu'hier et qu'avant-hier. Il va y avoir l'expérience. On va prendre des décisions différentes si on commence dans un métier ou si on a déjà 10 ans d'expérience, parce qu'on sait quelles vont être les conséquences. Et puis on a également des intuitions. Avant de sortir de chez vous, vous vous dites « Ah, peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait quand même que
je fasse attention et que je prenne mon parapluie parce que ça fait 3 jours que la météo dit qu'il va pleuvoir et aujourd'hui, sûrement qu'il va pleuvoir. Donc ça, c'est la rationalité locale au niveau personnel, mais dans l'entreprise, ça peut aussi arriver. Se dire que la machine qui d'habitude tombe en panne 1 semaine sur 2, ça fait 3 semaines qu'elle n'a pas tombé en panne, peut-être faire une petite maintenance préventive ou prévoir du temps la semaine prochaine pour réparer une éventuelle panne non anticipée. Puis il y a aussi des règles édictées par la profession, des normes qu'il faut suivre, des contraintes ponctuelles ou non. Typiquement, en ce moment, il faut porter le masque. C'est une règle professionnelle. Et puis des théories et des outils qu'on a acquis lors de formations, que ce soit de la formation initiale ou de la formation continue. Donc prendre ces décisions à partir de ces informations, de ce contexte, c'est différent de prendre une décision rationnelle avec une connaissance parfaite de la réalité et des moyens de mesurer les conséquences de nos actions. Puis une troisième spécificité de notre acteur dans une organisation, c'est que dans un contexte où il est en interaction avec plein d'autres acteurs, il faut qu'il soit capable de justifier et de légitimer, le cas échéant, ses décisions. Et ça va aussi peser sur les décisions, les actions au quotidien, mais aussi sur le long terme de nos acteurs dans les organisations. Donc ça, ce sont des hypothèses qui ont été vérifiées par des expériences plus ou moins contrôlées dans des environnements, que ce soit des environnements en labo ou en usine, ou en site tertiaire. Et donc, ce sont des hypothèses qui sont la plupart du temps vérifiées. Donc, avec ces descriptions de notre acteur, des chercheurs en management ont établi les différentes étapes qu'allait suivre une idée, un outil, avant de passer d'un point de vue local à une diffusion, une dissémination globale. Donc il y a 5 étapes qui ont été identifiées. La première étape, c'est il faut, en plus de l'outil ou de l'idée, construire un discours, avoir une rhétorique qui va permettre d'expliquer ce discours avec des références à des valeurs ou des récits universels et également des références au quotidien. Il faut que la théorie, que l'outil dise quelque chose qui soit compréhensible rapidement et qui se rapproche à des choses que les gens connaissent déjà. Il faut qu'on puisse le rapprocher également à des enjeux ou des ambitions de la société. Donc la société, ça peut être juste l'entreprise, mais aussi la société avec un grand S. Si vous mettez aujourd'hui en place des outils qui vont dans le sens de l'économie d'énergie, c'est important de construire un discours qui va rattacher ça à une ambition de préservation de l'environnement. Il faut que le discours permette de rattacher l'outil à une théorie globale ou à une vision globale de l'entreprise et qu'elle soit étayée par des outils pratiques, pragmatiques pour permettre la mise en œuvre. Donc s'il y a par ailleurs des outils, des récits mythiques qui permettent d'illustrer, c'est encore mieux. Alors, c'est quoi un récit mythique ? C'est l'exemple de la personne qui, en utilisant l'outil, en utilisant la stratégie ou la théorie, a changé sa vie. Ou l'entreprise qui allait fermer et puis qui, en décidant d'utiliser, je sais pas, par exemple, le 5S, a divisé par 2 ses temps de livraison et est devenu rapidement leader sur le marché. Ça, ce sont des récits mythiques qui permettent de donner envie aux gens d'utiliser les outils, d'aller dans cette direction-là. Donc ça, c'est la première phase, avoir un discours, mettre un emballage, finalement, autour de ce qu'on veut vendre pour que ce soit plus facile à transporter, à communiquer. Deuxième étape, il faut trouver des relais qui vont diffuser l'idée. Donc l'idée, c'est en interne, en externe, trouver des gens qui vont promouvoir l'idée, qui vont promouvoir l'outil. Ça passe par la formation initiale. Donc, par exemple, vous concevez un nouveau logiciel, vous allez offrir des licences aux écoles, offrir des licences au lycée pour que les élèves
utilisent cette licence. Par la suite, quand ils soient dans l'entreprise, ils se disent: «Ah, mais ce logiciel que j'ai utilisé, il était bien, donc ça serait bien qu'on l'achète». Donc avoir des relais dans le monde de la formation, avoir des relais dans les consultants, faire des prix pour les consultants, par exemple, pour qu'eux diffusent l'idée, avoir des appuis au niveau des pouvoirs publics pour que non seulement ils promeuvent l'idée au niveau marketing, mais peut-être qu'ils promeuvent l'idée en modifiant les taxes ou modifiant les lois pour que ce soit plus facile de s'approprier l'idée. Et puis trouver des relais au niveau des médias, au niveau des associations professionnelles. Donc ce n'est pas uniquement faire de la publicité, c'est envoyer des exemplaires de produits, c'est montrer des exemples pour qu'il y ait des vrais articles qui parlent de ce que vous voulez diffuser. L'important, c'est de trouver des relais légitimes. Si vous vendez un logiciel de CAO, il ne faudra pas essayer de le vendre avec une blogueuse de mode, ça n'aura aucun intérêt. Il faut vraiment avoir des relais qui soient des références dans le domaine qui vous intéresse et qui valident le produit, la théorie que vous essayez de promouvoir. Cette promotion va également permettre de vous constituer un marché, puisque plus les gens connaîtront ce que vous promouvez, plus ils seront volontaires pour l'acheter. Donc il faut se créer un marché. Une fois qu'on a trouvé ce marché, il faut trouver comment le vendre. Trouver qu'est-ce qui va être gratuit, qu'est-ce qui va être mis à dispo pas cher et qu'est-ce qui va être de la spécialisation qui sera vendue à des tarifs très importants. Donc finalement, ça revient à se trouver un business model, mais pour une idée. Donc comment est-ce qu'on va vendre telle ou telle idée, comment on le découpe en petits morceaux et comment on le met à disposition du marché. Et ça, c'est vraiment important. Donc bien sûr, il y a des idées qui n'ont pas été marchandisées ou qui n'ont pas été vendues au départ. La taylorisation, Taylor, il n'a pas vendu son concept, il l'a mis en œuvre et les concurrents ou les autres personnes qui ont visité son usine se sont dit on peut le dupliquer. Si vous voulez vendre un outil, il faut vous poser la question, comment est-ce que je vais faire rentrer de l'argent pour compenser les coûts de développement? Et là, la marchandisation prend toute son importance. Quatrième étape, c'est l'appropriation. Il faut que les gens utilisent l'outil, il faut que les gens mettent en place la stratégie. Alors, dans certains domaines, ça se fait bien parce que les gens sont habitués à utiliser de nouvelles technologies, parce qu'ils ont envie de tester de nouvelles choses. Typiquement, dans les startups, c'est très bien vu de changer de logiciel plusieurs fois pour faire la même chose, parce qu'on essaye toujours de trouver le mieux. Lorsque vous êtes dans une grosse structure et que le déploiement nécessite beaucoup de ressources en temps, en argent, en immobilisation des personnels, il y a plus de réticence de la part de la hiérarchie, mais aussi de la part des employés qui ont plus de doutes sur la pertinence de ce que vous leur vendez ou leur proposez, s'il a été choisi par des managers qui ne connaissent pas le métier. Donc là aussi, pour l'appropriation, c'est important d'avoir des relais sur le terrain qui vont pouvoir valider le fait que l'outil est approprié et permettre de vaincre ce qu'on appelle la résistance au changement. Et la dernière étape de ces diffusions des idées, c'est la sédimentation. Comment vous allez utiliser l'outil, vous allez utiliser ou mettre en place la théorie et comment, avec l'usage, vous allez modifier les paramètres initiaux. Typiquement, vous allez décider que la fréquence de réunion qui est prévue par une méthode, elle n'est pas adaptée à votre entreprise. Vous allez mettre des réunions plus fréquemment, mais plus courtes, parce que c'est ça qui marche bien. Vous allez réussir à combiner un outil avec un autre que vous utilisez. Vous allez trouver les bonnes passerelles. Ce n'est pas l'utilisation nominale, mais c'est celle qui fonctionne pour vous. Et ça, c'est important, parce que une fois que vous avez personnalisé votre usage, vous allez être plus à même de bien utiliser la méthode, de mieux en parler, et vous permettez de repartir sur une boucle de diffusion par les médias. Vous devenez un relais, potentiellement vous allez changer le business model, parce que
le développement que vous avez fait pour faire communiquer un logiciel avec un autre. Peut-être que vous allez vous aussi le valoriser au niveau marchand. Donc ça permet de repartir sur une boucle et de garantir que l'outil, il n'a pas été acheté et mis dans un placard, mais bien acheté pour être utilisé.